Bonjour à toi et bienvenue sur e-learning physique-chimie. Je te propose aujourd'hui une deuxième séance concernant le modèle de Lewis qui consiste à décrire donc la liaison covalente dans des édifices polyatomiques. Je vais te proposer donc aujourd'hui sur quelques exemples concrets d'établir ce schéma de Lewis. On va d'abord commencer par des édifices simples et les exemples iront croissant en termes de complexité. Alors on va commencer par des édifices oxygénés. Bien évidemment, je me dois de commencer par la molécule d'eau, mais je vais te demander de travailler également sur les exemples suivants. Voilà, qui sont ici les ions de l'eau, ions oxonium et hydroxyde, le peroxyde d'hydrogène qui en solution aqueuse conduit à de l'eau oxygénée et la molécule d'ozone, O3. Alors je t'ai expliqué la dernière fois qu'on allait jouer au Lego et qu'à partir du schéma de Lewis des différents atomes, on va pouvoir les assembler en respectant un certain nombre de règles afin d'obtenir le schéma de Lewis de l'édifice covalent. Alors, sachant que dans la molécule d'eau, il y a bien évidemment un atome d'oxygène dont le schéma de Lewis est celui-ci, un atome d'hydrogène dont le schéma de Lewis est celui-ci, on comprend que le schéma de Lewis de la molécule d'eau sera celui-là. L'oxygène vérifie la règle de l'octet puisqu'il est entouré d'un octet d'électrons, tandis que l'hydrogène ne vérifiera lui que ce qu'on appelle la règle du duet, sachant que l'hydrogène est monovalent, il n'a qu'un électron célibataire qui lui permet donc de générer une liaison, c'est pour ça qu'on dit qu'il est monovalent, et de ce fait, il sera entouré au maximum d'un doublet d'électrons. Si on veut déterminer le schéma de Lewis de l'ion H3O+, on peut s'y prendre de différentes manières. Alors on peut très bien imaginer que H3O+, est obtenu en associant une molécule d'eau et un proton. Par exemple, à ce moment-là, si j'ai le schéma de Lewis de la molécule d'eau et que j'envisage son association avec un proton dont le schéma de Lewis est celui-ci, puisqu'il s'agit d'un hydrogène auquel on a retiré l'unique électron de valence. Donc l'orbitale 1s est cette fois-ci vacante. Dans ces conditions, on peut imaginer, comme j'avais indiqué la dernière fois, l'établissement d'une liaison via le doublet non liant de l'oxygène. J'utilise à ce moment-là le formalisme des flèches courbes, la flèche partant effectivement du doublet non liant, donc du site donneur de doublet vers le site accepteur du doublet. Dans ces conditions, le schéma de Lewis de l'ion oxonium est le suivant. Donc, on imagine donc l'établissement de la liaison, ce doublet non liant est toujours présent autour de l'oxygène. J'ai bien positionné les doublets, il me reste à positionner les charges. On s'aperçoit d'ailleurs qu'autour de l'atome d'oxygène, on a bien un octet d'électrons. Alors bien évidemment, dans la mesure où l'oxygène perd en propre un électron, c'est lui qui va acquérir une charge plus, l'hydrogène ou le proton récupère un électron, il devient donc sans charge formelle dans cet édifice. Donc dans l'ion H3O+, c'est bien l'oxygène qui porte finalement la charge formelle plus. Alors, on peut envisager de traiter le cas de l'ion oxonium autrement. On peut très bien imaginer effectivement qu'on va assembler des petites pièces afin de construire l'édifice. Les petites pièces à assembler étant les suivantes. H3O+ peut se décomposer en 3 atomes d'hydrogène, dont le schéma de Lewis est celui-ci, un atome d'oxygène, dont le schéma de Lewis est celui-ci. Mais attention, on n'a pas l'édifice H3O, mais H3O+. Ça veut dire que l'édifice H3O+ a un électron de moins que l'édifice H3O hypothétique. Ça veut dire qu'on retire un électron effectivement pour obtenir ici le compte d'électrons de valence dans l'ion H3O+. Alors, bien évidemment, on va retirer l'électron ici à l'oxygène, puisque l'oxygène sera central et lié aux 3 hydrogènes. Pour permettre effectivement à l'oxygène d'être lié à 3 hydrogènes, il serait intéressant de faire apparaître 3 électrons célibataires sur l'atome d'oxygène. Donc, à ce moment-là, si on retire un électron à l'atome d'oxygène, on récupère un O
plus, n'oublie pas la charge, avec un électron de moins que l'atome neutre. Dans ces conditions, O+ est trivalent, il peut donc générer 3 liaisons, ce qu'il fait ici avec les 3 hydrogènes dans l'ion H3O+. Et nous retrouvons bien évidemment le schéma obtenu précédemment. Alors maintenant, on va envisager le cas de l'ion hydroxyde, que je vais traiter ici. Dans le cas de l'ion hydroxyde, on peut supposer donc qu'on associe un atome d'hydrogène plus un atome d'oxygène avec un électron supplémentaire dû à la charge moins, HO-. Alors là, bien évidemment, c'est l'oxygène qui va porter la charge moins, pas l'hydrogène, parce que si j'ajoute un électron sur l'hydrogène, il s'agit d'un H-, qu'on appelle d'ailleurs l'ion hydrure, hein, mais qui n'aura plus d'électron célibataire, qui lui permettrait éventuellement de se lier à de l'oxygène. Donc l'atome d'oxygène va capturer sur le papier l'électron célibataire. Dans ces conditions, on récupère l'entité que je note O-. La présence d'un deuxième électron célibataire lui permet d'avoir ici un troisième doublet non liant. Dans ces conditions, on obtient instantanément le schéma de Lewis de l'ion hydroxyde HO-, dans lequel l'oxygène vérifie la règle de l'octet, bien évidemment. Alors, on va envisager maintenant la molécule de peroxyde d'hydrogène, constituée de 2 atomes d'hydrogène et de 2 atomes d'oxygène. Tu comprends bien évidemment que nécessairement les atomes centraux dans une structure ou dans une chaîne sont ceux qui auront la plus grande valence, alors que les atomes terminaux seront ici entre autres les atomes d'hydrogène qui ne sont que monovalents. C'est pour cela qu'on va envisager bien évidemment l'établissement d'une liaison entre 2 atomes d'oxygène et l'établissement de 2 liaisons OH. Alors, le peroxyde d'hydrogène fait apparaître une liaison dite peroxydique, la liaison simple oxygène-oxygène, qui est une liaison fragile. En effet, lorsque 2 atomes très électronégatifs comme les atomes d'oxygène sont liés entre eux, chacun a tendance à attirer vers lui le doublet liant, c'est-à-dire le doublet d'électrons mis en commun. C'est pour ça que la liaison peroxydique est instable et que nous n'envisagerons jamais un enchaînement de liaisons oxygène-oxygène comme ceci. Alors que, bien évidemment, oui, nous envisagerons des enchaînements d'atomes de carbone. Et tu connais effectivement la structure de centaines de milliers de molécules en chimie organique, les structures des polymères qui correspondent à l'association d'un très grand nombre d'atomes de carbone, voire des centaines de milliers, effectivement, dans les polymères. Alors, dans cette molécule, bien évidemment, les 2 atomes d'oxygène vérifient la règle de l'octet. On va envisager maintenant le schéma de Lewis de la molécule d'ozone. La molécule d'ozone est donc constituée en l'association de 3 atomes d'oxygène. Alors on va imaginer ici un atome d'oxygène central auquel seront reliés les 2 autres atomes. Donc on va construire progressivement la structure qui est un petit peu plus complexe que les précédentes. Alors on comprend tout de suite qu'on peut mettre en commun ces électrons-là, et bien évidemment dans ces conditions, il reste 2 électrons célibataires portés sur ces atomes. La première idée, qui est celle que mes étudiants ont en général, est de générer effectivement une liaison ici pour donner un composé cyclique avec des atomes d'oxygène qui respectent tous la règle de l'octet. Parce qu'effectivement, dans la mesure où le nombre d'électrons est pair, chaque oxygène ayant 6 électrons de valence, nécessairement, on peut faire respecter la règle de l'octet pour tous les atomes, et donc faire entourer les atomes d'oxygène d'un octet d'électrons de valence.
Sauf que ces composés cycliques sont très instables. Les cycles à 3 atomes, de manière générale, sont déjà instables. Alors, c'est la théorie VSEPR de M. Gillespie, qui a été établie dans les années 1950, qui permet de le comprendre. Nous y reviendrons. Je peux l'évoquer aujourd'hui rapidement. Dans le cas, par exemple, d'un cyclopropane, tu sais déjà que lorsque le carbone est tétravalent, son environnement est tétraédrique. L'environnement tétraédrique du carbone peut être représenté comme ceci en représentation de Cram, avec des angles de 109 degrés ou voisins de 109 degrés. On comprend bien que dans un cycle à 3 atomes, les angles sont imposés à 60 degrés, et dans ces conditions, les angles de valence sont bien inférieurs aux 109 degrés attendus par la théorie VSEPR. Ce qui permet de comprendre qu'il y a une forte répulsion entre les doublés du cycle et donc une grande instabilité. On dit que ce genre de cycle est tendu. Nous n'envisagerons donc pas de cycle pour la molécule d'ozone, déjà pour les raisons que je viens d'évoquer ici, et d'autant que la liaison peroxydique est une liaison très fragile. Dans ces conditions, et malheureusement j'ai effacé le début du schéma, que va-t-on pouvoir proposer pour la molécule d'ozone ? Alors ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer déjà de faire respecter la règle de l'octet par les atomes terminaux. Et ensuite, de faire apparaître d'éventuelles liaisons multiples avec les atomes centraux pour pouvoir faire respecter la règle de l'octet par ces atomes. Alors, en effet, il faut comprendre que ce qui compte, c'est d'avoir le bon nombre d'électrons de valence. Chaque oxygène apporte 6 électrons de valence. On a donc 6 x 3, 18 électrons à répartir sur les 3 atomes. Sauf que cette répartition ne nous permet pas de respecter la règle de l'octet. Donc, on va envisager une autre répartition. Ça veut dire que tu peux déplacer des électrons d'un atome vers un autre. Par exemple, si je me permets de retirer un électron de valence de cet atome d'oxygène et de l'ajouter à celui-ci, je m'aperçois que celui-ci va finalement respecter la règle de l'octet. Et on a bien ici un oxygène qui se retrouve chargé moins puisqu'il a acquis un électron supplémentaire, et ici un oxygène chargé plus puisqu'il a cédé un de ses électrons de valence. Dans ces conditions, ça me permet de faire apparaître 2 électrons célibataires sur 2 atomes voisins, ce qui permet de générer une double liaison entre ces 2 atomes d'oxygène. Alors bien sûr, je vais représenter plus proprement le schéma de Lewis de l'édifice. On envisage donc pour la molécule d'ozone ce schéma de Lewis-là, dans lequel, certes, des charges formelles apparaissent, mais globalement, l'édifice est bien neutre. Il s'agit de l'ozone, O3, et on s'aperçoit que dans cet édifice, les atomes d'oxygène vérifient effectivement la règle de l'octet. Donc, le schéma de Lewis pour la molécule d'ozone est celui-ci. Alors, ultérieurement, dans une autre séance, nous verrons que ce schéma de Lewis-là ne décrit pas correctement la molécule d'ozone, puisqu'on peut, j'anticipe un peu, délocaliser certains électrons, ce qui fait que dans l'ozone, les 2 liaisons sont identiques et partiellement doubles. Mais nous y reviendrons ultérieurement. Alors, je viens de te proposer quelques exemples concernant des édifices très simples oxygénés. Je voudrais maintenant évoquer des composés azotés qui posent en général souvent problème. Alors, pour ce faire, je te propose de travailler sur le diazote dans un premier temps, ensuite sur le monoxyde d'azote, sur le dioxyde d'azote et ensuite sur l'ion nitrite, NO2-, l'ion nitrate, NO3-, et l'acide nitrique. Alors, si je me reporte au schéma de Lewis de l'atome d'azote,
on comprend bien sûr qu'on peut établir très rapidement le schéma de Lewis de la molécule de diazote qui présente une liaison triple. Il s'agit d'une molécule particulièrement inerte compte tenu de sa grande stabilité, justement due à la multiplicité de sa liaison. En ce qui concerne le monoxyde d'azote, on envisage l'association d'un atome d'azote avec un atome d'oxygène. Alors bien évidemment, si on envisage une multiplicité maximale, la seule qu'on peut envisager, c'est celle-ci, une multiplicité de 2, il reste inévitablement un électron célibataire sur l'azote. En effet, l'atome d'azote a 5 électrons de valence, l'oxygène 6, qui nous fait pour la molécule 11 électrons de valence, c'est-à-dire un nombre impair d'électrons de valence. Donc nécessairement dans cette molécule, les deux atomes ne pourront pas, ou l'un des deux ne pourra pas vérifier la règle de l'octet. Alors, cette molécule existe, bien évidemment, elle a peut-être tendance à évoluer pour faire respecter l'octet autour de l'azote, mais en tout cas, l'azote est bien entouré de moins d'un octet. Cette molécule a effectivement tendance à se dimériser, c'est-à-dire à s'associer à une autre molécule de monoxyde d'azote par l'établissement d'une liaison covalente entre les deux azotes, ce qui permettra ainsi de gagner en stabilité puisque tous les atomes de la structure vont à ce moment-là respecter la règle de l'octet. Donc si effectivement deux molécules de monoxyde d'azote s'associent entre elles via leur électron célibataire, nous envisageons donc pour le schéma de Lewis de la forme dimère associée, ce schéma-là. Schéma dans lequel tous les atomes vérifient effectivement la règle de l'octet. Alors je vais envisager maintenant de travailler sur le dioxyde d'azote. Alors, tout à l'heure, on a envisagé le schéma de Lewis du monoxyde d'azote. Il suffit peut-être d'ajouter à la structure un atome d'oxygène, ce que l'on peut faire tout de suite. Dans ces conditions, on peut envisager le schéma de Lewis suivant. Là encore avec un nombre d'électrons de valence pour la structure qui est impair, donc la présence d'un électron célibataire. Alors il se trouve, mais tu n'es pas censé le savoir, que dans le dioxyde d'azote, c'est l'azote qui porte l'électron célibataire. Dans ces conditions, je vais te proposer effectivement un autre schéma possible qui rende compte de ce fait. Alors, si c'est l'azote qui porte l'électron célibataire, je peux très bien imaginer déplacer un électron de l'azote vers l'atome d'oxygène. En effet, dans ces conditions, l'atome d'oxygène pourra bien être entouré d'un octet d'électrons. Bien évidemment, en déplaçant ces électrons, l'azote se retrouve avec une charge formelle plus et l'oxygène avec une charge formelle moins, d'où ce schéma de Lewis possible pour la molécule de dioxyde d'azote, NO2. Ici, c'est l'oxygène qui était entouré de moins d'un octet, ici, c'est l'atome d'azote. Alors, on va envisager maintenant le schéma de Lewis de l'ion nitrite. NO2-. On peut s'y prendre de différentes façons. Si on a établi précédemment le schéma de Lewis de la molécule de dioxyde d'azote, il suffit de lui ajouter un électron. Alors, en partant de cette structure, finalement, c'est assez simple. Par exemple, j'ajoute un électron célibataire sur l'atome d'oxygène, ce qui me permet d'obtenir le schéma de Lewis suivant, avec vérification de la règle de l'octet pour tous les atomes présents. Alors, bien évidemment, si nous n'avons pas établi précédemment le schéma de Lewis de la molécule de dioxyde d'azote, on peut imaginer de construire l'édifice en associant un atome d'azote, deux atomes d'oxygène, plus un électron. Alors, dans la mesure où
l'oxygène est plus électronégatif que l'azote, on est tenté de faire porter effectivement la charge moins par un des deux oxygènes de la structure. Et ça, c'est quelque chose à laquelle il faudra penser, parce qu'on va rencontrer beaucoup d'édifices avec un atome central et plusieurs oxygènes autour de cet atome central, lesquels portent donc éventuellement une charge négative. Alors, c'est le cas, par exemple, de l'ion permanganate, de l'ion chromate, de l'ion phosphate, de l'ion carbonate et de bien d'autres encore, dans lesquels on a un atome central autour duquel se trouvent des atomes d'oxygène. Et bien souvent, tu as tendance à envisager un schéma de Lewis en alignant tous les atomes, donc en envisageant, par exemple ici le manganèse et 4 atomes d'oxygène qui sont alignés. N'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure de la liaison peroxydique fragile et donc de l'impossibilité d'aligner un certain nombre d'atomes d'oxygène dans un schéma de Lewis. Donc l'ion nitrite, ou nitrate d'ailleurs ensuite, fera partie de ce type d'édifice. Donc, on va faire porter la charge moins par un des deux atomes d'oxygène. Finalement, on aura donc association, assemblage de cet atome avec celui-ci et l'O-, que l'on a rencontré tout à l'heure dans l'ion hydroxyde HO-. Dans ces conditions, si on envisage l'atome d'azote au centre, ce qui est légitime puisque c'est d'ailleurs lui qui a la plus grande valence, qui aura la possibilité de générer plus de liaisons, et bien nécessairement on peut envisager une liaison double avec l'atome d'oxygène neutre et une liaison simple avec O-, ce qui me donne pour le schéma de Lewis de l'ion nitrate le schéma suivant. Alors on va envisager maintenant l'ion nitrite. Je vais me permettre d'effacer tout de suite. NO3-. Et en général, celui-là te pose beaucoup de problèmes. Alors, on envisage l'assemblage d'un atome d'azote avec 3 atomes d'oxygène et ajout bien évidemment d'un électron supplémentaire dû à la charge moins. Comme je l'ai précisé précédemment, on va envisager de faire porter la charge moins par un atome d'oxygène et de faire entourer l'azote par ces 3 atomes d'oxygène, dont 2 seront neutres et 1 chargé moins. Je vais donc envisager l'atome d'azote au centre. Sauf que cet atome n'est que trivalent, a priori. On peut donc envisager déjà l'établissement d'une liaison simple avec l'O-. Les 2 autres atomes d'oxygène sont également liés à l'azote, sauf que ces atomes d'oxygène ne respectent pas ici la règle de l'octet. Or, il ne faut surtout pas laisser le schéma de Lewis comme ça, dans la mesure où le nombre d'électrons de valence dans cet édifice est nécessairement pair, tu t'en rends compte ici, il faut absolument envisager de faire entourer tous les atomes, azote et oxygène, par un octet d'électrons. Donc il est hors de question de laisser le schéma sous cette forme-là. Pour des raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, nous n'envisagerons bien évidemment pas de cycle ici. Donc il va falloir répartir autrement les électrons pour permettre à tous de respecter effectivement la règle de l'octet. Et donc on va faire le même travail qu'on a fait sur un exemple précédent. On peut imaginer qu'un électron de valence de l'azote puisse passer sur un atome terminal. On va donc déjà faire respecter la règle de l'octet par cet atome terminal. Bien évidemment, dans ce cas-là, et ne l'oublie jamais, l'azote acquiert une charge plus et cet oxygène une charge moins. Ce travail nous permet ici de générer une double liaison entre l'azote central et ce dernier atome d'oxygène qui, dans ce cas, va vérifier la règle de l'octet. Si je représente donc proprement le schéma de Lewis de l'édifice, nous avons un azote chargé positivement, entouré je vais le faire proprement ici. Donc un azote chargé positivement, entouré de 2 oxygènes chargés négativement et d'un oxygène
son charge avec lequel il est lié par double liaison. On s'aperçoit effectivement que dans ces conditions, tout le monde vérifie la règle de l'octet. Certes, on imaginait peut-être ne voir apparaître qu'une charge moins sur un oxygène. La nécessité de faire respecter la règle de l'octet impose 2 au moins et un N+, ce qui nous donne un édifice globalement chargé moins. Alors ça, c'est une situation en général avec laquelle tu as du mal, puisque souvent ce que tu fais, et l'erreur surtout à ne pas faire est la suivante. Souvent, vous voulez, pour augmenter la valence de l'atome, vous voulez imaginer qu'il soit hypervalent. C'est-à-dire qu'on puisse... envisager ici non pas un doublé non liant, mais 2 électrons célibataires. Alors, ce qui arrangerait probablement bien tes affaires, puisque la présence des 2 électrons célibataires permettrait de générer ici une double liaison avec l'oxygène voisin et une deuxième double liaison avec cet atome d'oxygène. Sauf que si on envisage cette situation, bien évidemment, l'azote sera entouré de plus d'un octet d'électrons, puisque tu envisageras dans ces conditions qu'ils sont entourés de 10 électrons. Alors bien évidemment, cette situation n'est absolument pas envisageable. L'atome d'azote ne fait pas partie de ces atomes hypervalents qui pourraient effectivement augmenter leur valence grâce à ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour le soufre ou le silicium. Alors pourquoi l'azote n'est pas capable de faire, ou le carbone, ou l'oxygène, ou le fluor, ce que ceux qui sont en dessous d'eux dans le tableau périodique sont capables de faire? Tout simplement parce que les 4 atomes carbone, azote, oxygène, fluor n'ont pas à proximité des orbitales vacantes qui seraient susceptibles d'accueillir certains de leurs électrons de valence. Dans ces conditions, l'azote ne pourra pas être entouré de plus d'un octet, donc nous ne pourrons jamais envisager autour de l'azote la situation suivante, 2 doubles liaisons et une simple. Par contre, nous envisagerons dans un certain nombre de situations 2 liaisons simples et une double, ce qui nous donne bien un octet d'électrons autour de l'atome d'azote. Alors, je vais terminer avec l'exemple de l'acide nitrique. Je pense que tu peux comprendre facilement que l'acide nitrique est obtenu à partir de l'ion nitrate précédent par une simple capture d'un proton. Il s'agit tout simplement d'un couple acido-basique. Alors, si je pars du schéma de Lewis du nitrate, et ça va être assez simple dans ces conditions, il suffira d'envisager qu'un des 2 oxygènes chargés moins puisse capturer via un de ces doublés non liants un proton. Et dans ces conditions, tu vas obtenir immédiatement le schéma de Lewis de la molécule d'acide nitrique qui est le suivant. Ce genre de situation se retrouve très souvent. On peut te demander par exemple de déterminer le schéma de Lewis de l'acide sulfurique, de l'ion hydrogénosulfate ou de l'ion sulfate. Dans ces conditions, on a ici une dibase présentant 2 oxygènes chargés moins, susceptibles donc de capturer l'un et l'autre un proton. Un premier proton pour donner l'ion hydrogénosulfate, puis un deuxième proton pour donner la molécule d'acide sulfurique qui sera donc un diacide. Alors, si effectivement on veut envisager le schéma de Lewis de ces entités-là, l'atome de soufre a le schéma de Lewis suivant, mais on n'oublie pas qu'effectivement, étant hypervalent, on peut très bien imaginer cette situation ou même cette situation, ce qu'on sera amené à faire dans le cas qui nous intéresse en effet pour l'ion sulfate par exemple. On imagine donc que l'atome de soufre puisse être associé à 4 atomes d'oxygène et à 2 charges moins. Donc on va imaginer rapidement cette fois-ci que parmi les 4 oxygènes, 2 seront neutres et 2 porteront une charge moins. On imagine donc le soufre au centre, celui qui a la plus grande valence, d'autant qu'il est hypervalent, les 4 atomes d'oxygène autour, dont 2 chargés moins et 2 sans charge. Dans ces conditions, on va imaginer donc 2 oxygènes neutres et 2 au moins que l'on a rencontrés précédemment.
Dans ces conditions, à partir de ce schéma de Lewis-là du soufre, on va pouvoir très rapidement établir le schéma de Lewis de l'ion sulfate qui fait apparaître bien évidemment deux doubles liaisons soufre-oxygène avec deux oxygènes neutres et deux liaisons simples soufre-oxygène avec 2 O-. Les 4 atomes d'oxygène vérifient la règle de l'octet. Le soufre qui est hypervalent peut être entouré de plus d'un octet, ce qu'il fait ici. Voilà le schéma de Lewis de l'ion sulfate. Si tu veux envisager le schéma de Lewis des espèces acides correspondantes, pour obtenir l'ion hydrogénosulfate, il te suffira de faire capturer un proton par un des 2 O-. Et pour obtenir le schéma de Lewis de l'acide sulfurique, il te suffira de faire capturer le proton par le deuxième au moins. L'acide sulfurique présentera donc 2 doubles liaisons soufre-oxygène et 2 liaisons soufre-OH. Alors, dans la séance précédente, j'avais évoqué le cas du manganèse ou du chrome, qu'on va rencontrer dans les édifices oxygénés suivants, par exemple, permanganate pour le manganèse, ion chromate pour le chrome, ou ion dichromate d'ailleurs pour ce même atome de chrome. Alors, on va s'intéresser à ces 2 édifices-là. On avait établi le schéma de Lewis de l'atome de chrome tout à l'heure, avec une configuration de valence en 3D5, 4S1. Dans l'ion chromate, on envisage 4 oxygènes qui entourent l'atome de chrome, dont 2 O-, d'après ce que j'ai dit précédemment. Donc 2 atomes d'oxygène neutre et 2 O-. Dans ces conditions, on va pouvoir très rapidement établir le schéma de Lewis de l'ion chromate, dans lequel on va envisager 2 doubles liaisons chrome-oxygène et 2 liaisons simples. Maintenant, on va envisager le schéma de Lewis, ou un schéma de Lewis possible pour l'ion dichromate. Alors, si on ne te donne aucune information, en général, tu es assez perturbé. Bien évidemment, on n'envisage pas de cycle, sauf si on te dit le contraire le jour d'un concours. On pourrait imaginer une liaison chrome-chrome ou pas. Donc, il va falloir y réfléchir. La liaison chrome-chrome ne sera pas envisagée. La liaison entre 2 métaux ne sera pas envisagée. En effet, tu sais que dans le métal, la liaison n'est pas covalente et que dans le métal, la liaison est dite métallique. Il s'agit d'atomes très peu électronégatifs qui s'ionisent très facilement, qui libèrent donc certains de leurs électrons de valence, ce qui fait que dans le métal, on peut imaginer, dans le cadre d'un modèle très simple, des cations entourés d'une mer d'électrons libres, qui sont responsables des propriétés conductrices des métaux. Donc, nous n'envisagerons pas de liaison covalente chrome-chrome. Dans ces conditions, on va imaginer donc on va envisager des liaisons chrome-oxygène, et comme on se rend compte que le nombre d'oxygènes est impair, on va imaginer une structure avec un oxygène central lié à 2 chromes, structure qui sera symétrique. Alors en effet, si j'envisage un atome d'oxygène central lié à 2 atomes de chrome, les chromes ont déjà chacun mis en jeu un électron de valence, il leur en reste donc 5 pour pouvoir générer des liaisons avec d'autres oxygènes. Alors, je précise qu'effectivement, dans l'édifice, on a donc 2 atomes de chrome avec 6 électrons de valence. Ils sont donc dits hexavalents parce qu'ils pourront donner 6 liaisons. Et des atomes d'oxygène dont je vais envisager 2 qui soient chargés moins et 5 qui ne le soient pas. Dans ces conditions,
Si on veut essayer d'envisager une structure effectivement symétrique, on va envisager un au moins de chaque côté. Puis, enfin, il nous restera à disposer 4 atomes d'oxygène, puisqu'on en a 7 en tout. 4 atomes d'oxygène, on envisage à ce moment-là des doubles liaisons avec les atomes de chrome. Alors, bien évidemment, je propose un schéma plus convenable. Tu t'aperçois que dans cet édifice, on a une structure symétrique avec de chaque côté deux doubles liaisons chrome-oxygène et 2 liaisons simples chrome-oxygène dans ce schéma de Lewis-là. Les atomes d'oxygène vérifient tous la règle de l'octet. Les atomes de chrome hypervalents peuvent être entourés de plus d'un octet d'électrons, ce qu'ils font allègrement ici. Voilà. Alors, je m'arrête aujourd'hui sur ces exemples-là. Et dans une séance ultérieure, je te proposerai d'autres exemples. Donc, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures et bonne journée ou bonne soirée à toi. Au revoir.